Mon père sourit et dit, « Félicitations, tu déménages. » J'ai hoché la tête, lui ai remis l'acte de propriété de la maison et j'ai dit, « Bonne chance avec les impôts fonciers le mois prochain. » Pendant que je faisais mes bagages, j'ai souri. La clause secrète serait activée dans 10 jours. Le résultat? Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée où que vous soyez. J'aimerais que vous puissiez partager dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'odeur du vieux bois et les tentatives de pâtisserie de ma mère, généralement une odeur faible, légèrement brûlée, était la première chose qui me frappait lorsque je franchissais la porte d'entrée. Ça devait sentir comme la maison. Pendant des années, ça a juste senti l'obligation. J'avais 28 ans, j'étais développeur de logiciels avec une application à succès qui faisait des vagues, mais je vivais toujours dans la maison où j'avais grandi. Non pas parce que je n'avais pas les moyens de partir, j'aurais pu partir il y a des années. Je suis resté parce qu'ils avaient besoin de moi, ou plus précisément, parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de moi. Et je voulais désespérément être le fils qu'ils voyaient et appréciaient enfin. À partir du moment où j'ai obtenu mon premier emploi à temps partiel à 16 ans, mes gains n'étaient pas seulement les miens, c'était de l'argent familial. Les économies pour les études ont servi à couvrir des factures imprévues. Mon premier salaire décent a contribué à rembourser plus rapidement le capital hypothécaire. Les bonus signifiaient que la petite entreprise en difficulté de mon père recevait une autre injection de liquidité. Mon jeune frère, Dieu merci, a réussi ses études supérieures sans prêt étudiant parce que j'ai couvert ses frais de scolarité et de subsistance. Ils n'ont jamais demandé, ils se sont contentés de s'attendre. Et j'ai donné non seulement de l'argent, mais du temps, de l'énergie, un soutien émotionnel. C'était moi qu'ils appelaient quand quelque chose cassait, quand une facture était trop élevée, quand ils avaient besoin de conseils en technologie. J'étais le réparateur familial, le pourvoyeur silencieux. Ma récompense n'était pas la gratitude, c'était un ronronnement constant de dénigrement. Si je mentionnais être fatigué, maman soupirait, « Nous avons travaillé tellement plus dur pour toi quand tu étais enfant. » Si je soulignais une erreur dans leurs finances, papa faisait un geste de la main avec dédain. C'est ton devoir en tant que fils. Nous t'avons tout donné. Chaque sacrifice n'était pas présenté comme ma générosité, mais comme un remboursement d'une dette vague et insurmontable que je leur devais pour le privilège de l'existence. Je me souviens d'un moment particulièrement vif, peut-être il y a 5 ans. Je venais de leur envoyer une somme d'argent importante que j'avais méticuleusement économisée pour un acompte sur un petit condo. Maman avait appelé, paniquée à cause d'une urgence médicale. Plus tard, j'ai vu des photos sur Facebook où elle exhibait fièrement un nouveau sac à main coûteux. Lorsque j'ai gentiment posé des questions sur la facture médicale, papa a interrompu, sa voix d'acier, « Ne remets pas ta mère en question. Cet argent nous a aidés à sortir d'un mauvais pas. Tu ne comprendrais pas, ma poitrine s'est serrée et une prise familière, semblable à un étau. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était le mensonge décontracté, le manque absolu de respect pour mes efforts et ma confiance. C'était la graine. C'était le moment où la petite voix dans ma tête, celle qui aspirait toujours à leur approbation, a finalement commencé à murmurer, « Protège-toi. » C'est peu de temps après cet incident qu'ils ont eu besoin de mon aide pour un refinancement hypothécaire. Les documents étaient denses, remplis de jargon juridique. Ils ont signé là où je leur ai dit, les yeux vitreux, désireux d'obtenir des mensualités plus basses. Ils n'ont pas lu les petits caractères. Ils ne savaient pas que, agissant sur les conseils discrets d'un avocat que j'avais discrètement consulté, j'avais inclus une clause, un ajout méticuleusement rédigé à l'acte. Il stipulait que s'ils tentaient de vendre ou de transférer la propriété sans mon consentement écrit explicite, la pleine propriété me reviendrait automatiquement à une date fixée après la tentative. C'était une sécurité, une mesure désespérée née de cette trahison, une clause que j'espérais rester dormante pour toujours. J'ai signé les papiers, un nœud d'angoisse et de sombre satisfaction se tordant dans mes entrailles. J'espérais qu'il changerait. J'espérais qu'il prouverait que la clause était inutile. Je me suis investi dans mon travail, en développant mon application. C'était mon échappatoire, ma preuve pour moi-même que j'étais capable de construire quelque chose de réel, quelque chose qui m'appartenait uniquement. Lorsqu'elle a finalement été lancée, la réponse a été incroyable. Les notifications ont explosé sur mon téléphone. Les blogs techniques ont écrit des articles. Les offres d'investissement ont commencé à affluer. C'était exaltant, terrifiant et enfin, vraiment mien. Mais le triomphe dans cette maison était toujours éphémère.
Mes parents sont rapidement passés d'un désintérêt vague pour mon passe-temps informatique à devenir soudainement mes plus grands et plus performants supporters. Lors des réunions de famille, papa mettait des proches au coin, bombant le torse. Mes conseils ont fait de Daniel l'homme qu'il est aujourd'hui. Nous lui avons donné l'environnement stable, le soutien dont il avait besoin pour réussir. Maman acquiesçait, ajoutant « Nous avons toujours cru en lui, même quand les choses étaient difficiles. » Mon succès n'était pas mon succès, c'était la preuve de leur excellent rôle parental. Chaque fois qu'ils prenaient le crédit, j'avais l'impression qu'ils m'effaçaient, me coupant de l'image de ma propre vie, tout comme ils avaient l'habitude de détourner subtilement les conversations de mes réalisations si j'osais les mentionner moi-même. C'était une douleur familière, mais maintenant plus aiguë, alimentée par une rancœur croissante. L'atmosphère de la maison a changé. Leurs exigences n'ont pas diminué, mais leur ton a changé. Une nouvelle couche de droit a été ajoutée et le sentiment que mon succès était maintenant leur réserve de ressources, encore plus importante qu'avant. J'ai commencé à me retirer, passant plus de temps dans ma chambre, travaillant plus tard. La tension était une présence physique, épaisse et suffocante. Ils ont remarqué ma distance, l'ont interprété comme de l'arrogance et ont décidé qu'il était temps d'une démonstration de force. Cela s'est produit un mardi soir, non pas lors d'un dîner de fête, ni d'une conversation formelle juste après que j'ai fini de nettoyer la cuisine après un dîner que j'avais payé. Papa m'a appelé dans le salon. Maman était assise à côté de lui sur le canapé, les mains jointes, regardant avec ce qu'elle pensait probablement être un sourire de soutien. « Daniel » a commencé papa, ce même sourire narquois de l'époque de l'hypothèque jouant sur ses lèvres, « ta mère et moi avons parlé. Tu te débrouilles si bien maintenant. Tu es indépendant. » Il a fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Mon estomac s'est serré. Je savais où cela allait. Il s'est penché en avant, ramassant une pile de papier sur la table basse, l'acte de propriété de la maison. Nous pensons donc qu'il est temps pour toi de te débrouiller seul. Il a poussé l'acte vers moi. Félicitations, tu déménages. Les mots ont été prononcés avec la cruauté désinvolte d'un propriétaire qui expulse un locataire gênant, et non d'un père qui parle à son fils. Mon cœur battait contre mes côtes, mais ma voix est restée stable. Des années à avaler la douleur m'avaient appris le contrôle. J'ai hoché la tête, un mouvement lent et délibéré. J'ai ramassé l'acte. Le papier était ferme, lourd du poids de mes sacrifices passés et de ma stratégie silencieuse. J'ai croisé son regard, non pas avec peur, mais avec quelque chose qu'il ne reconnaissait pas, une résolution tranquille. « Merci, papa » ai-je dit, ma voix basse. J'ai regardé l'acte dans ma main, puis je l'ai regardé à nouveau. Bonne chance avec les impôts fonciers le mois prochain. J'ai vu une lueur de confusion dans ses yeux, rapidement remplacée par son dédain habituel. Il a simplement hoché la tête à nouveau, s'attendant à ce que je m'effondre, que je supplie, que je me dispute. Je ne l'ai pas fait. Je me suis retourné et j'ai quitté le salon, laissant le poids symbolique de la maison dans ses mains. Alors que je marchais vers ma chambre pour commencer à faire mes bagages, un petit sourire sincère a effleuré mes lèvres. La clause cachée serait activée dans 10 jours s'il procédait. Faire ses bagages était un processus étrange et sombre. Chaque objet que je touchais recelait un souvenir, mais la résonance émotionnelle avait changé. L'odeur du vieux bois sentait maintenant juste l'enfermement. Le tapis usé ressemblait moins à l'histoire, plus à quelque chose que j'avais dépassé. Je ne faisais pas que faire mes bagages, je me débarrassais d'une peau devenue trop serrée, trop douloureuse à porter. Quitter la maison ressemblait moins à sortir par la porte qu'à sauter d'une falaise. Le silence dans le petit appartement temporaire que j'ai trouvé était assourdissant. Il a amplifié le vide que je ressentais à l'intérieur. Des années à me définir par mon rôle de pourvoyeur familial, le bon fils, avaient laissé un vide. Il y avait la douleur brute de leur rejet désinvolte. Après tout, c'est comme ça qu'ils me voyaient, jetable. Et il y avait la peur. Et si mon plan ne fonctionnait pas ? Et si la clause n'était pas suffisante ? La vague de textos et d'appels a commencé presque immédiatement après que j'ai déplacé ma dernière boîte, non pas pour demander si j'allais bien ou si j'avais besoin d'aide. Non. Le premier appel de maman était une accusation larmoyante, « Comment as-tu pu partir comme ça ? Tu nous as abandonnés. » Suivi des textos de papa, vifs et exigeants, « Nous devons parler de la maison, et les frais de scolarité de ton frère sont dus le mois prochain. » Il me voyait toujours comme la ressource, juste temporairement déplacée. Mais la véritable panique s'est installée quelques jours plus tard. J'ai reçu une série de textos frénétiques et mal orthographiés de la part de papa,
suivi d'un message vocal en colère, « Que as-tu fait à l'acte ?» La banque a dit, « Il y a un problème. Nous ne pouvons pas refinancer. » Puis est venue l'escalade. Les accusations sont devenues venimeuses. Ils ont commencé à appeler des parents, des amis communs, tissant un récit de ma cruauté supposée. Daniel essaie de nous voler notre maison. Il est devenu si gourmand depuis qu'il a gagné de l'argent. Mon téléphone bourdonnait de questions de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Cela m'a profondément blessé d'entendre leurs mensonges résonner, de sentir ma réputation ternie par les personnes qui étaient censées m'aimer. Chaque mensonge qu'ils ont dit ressemblait à une nouvelle blessure, mais cela a aussi renforcé ma résolution. Ils ne prendraient pas seulement mon argent et mon temps, ils voulaient aussi prendre mon nom. Je me suis appuyé sur les quelques personnes en qui j'avais confiance. D'abord, mon avocat, Monsieur Harrison, un homme calme et âgé spécialisé en droit immobilier. J'ai exposé la situation, l'histoire, la raison de la clause. Il a écouté patiemment, a examiné les documents. Monsieur Daniel, a-t-il dit, sa voix ferme, la clause est imparable. Vous avez anticipé ce comportement il y a des années. Leur tentative de vendre ou de tirer parti sans votre consentement l'a déclenché. À la date spécifiée et 10 jours après leur tentative, la propriété vous revient. Juridiquement, ils tombent dans un piège dont ils n'ont pas lu les plans. Entendre sa confirmation objective et factuelle ressemblait à recevoir un bouclier. Je n'étais pas fou. Mes actions, nées de la douleur, étaient juridiquement saines, une autopréservation. Puis il y a eu mon ami, Mike. Je l'ai appelé, lui versant toute l'histoire, les années de sacrifice, le dénigrement, le succès de l'application, l'expulsion, la clause, la campagne de diffamation. Il a écouté sans interruption. Lorsque j'ai fini, épuisé et à vif, il a simplement dit, « Mec, c'est faux. Tu n'as pas brisé la famille, Daniel. Ils l'ont fait. Et tu as eu la prévoyance de te protéger. Ce n'est pas gourmand. C'est intelligent. » Sa validation silencieuse était une bouée de sauvetage. Il m'a vu non pas l'image déformée que mes parents peignaient. Il était la première personne en dehors d'un professionnel payé qui m'a fait sentir que je n'étais pas le méchant de ma propre histoire. Il représentait une forme de connexion plus saine, un nouveau type de famille qui n'était pas basé sur l'obligation ou la manipulation. Leurs tactiques sont devenues plus désespérées, menaces juridiques par courriel, appels de numéros que je ne reconnaissais pas raccrochant lorsque je répondais, publications sur les médias sociaux faisant vaguement référence à un enfant ingrat. J'ai surtout bloqué ou ignoré, transmettant tout ce qui pouvait être pertinent à Monsieur Harrison. Je me suis concentré sur mon travail, sur la construction de ma nouvelle vie, même si l'appartement me semblait vide. La date mentionnée par Monsieur Harrison approchait le jour où la clause prendrait pleinement effet. La confrontation était inévitable. Il ne se laisserait pas faire sans se battre. Moi non plus. La réunion était prévue pour jeudi matin au bureau de Monsieur Harrison, un champ de bataille neutre. Ils l'ont demandé, espérant probablement que le cadre formel et ma présence leur permettraient de reprendre leur tactique de manipulation, de me faire honte pour que je renonce à la clause. Ils ont supposé que je m'effondrerais sous la pression. Ils avaient tort. Je suis arrivé tôt, vêtu d'une simple chemise et d'un pantalon. Je me sentais calme, bien qu'une énergie nerveuse bourdonnait sous ma peau. Ce n'était pas seulement un différend juridique, c'était le point culminant de 28 ans à vouloir être vu, à être utilisé, et enfin, à me défendre. Monsieur Harrison était là, sa présence étant un ancrage silencieux de professionnalisme et de faits juridiques. Mes parents sont arrivés comme s'ils allaient à l'église, et non à une confrontation juridique. Papa portait un costume, son expression soigneusement conçue pour exprimer une dignité blessée. Maman portait une robe pastel, serrant un mouchoir, les yeux brillants de ce que je savais être des larmes performatives. Ils ont amené quelqu'un avec eux, mon jeune frère, Marc. Il avait l'air mal à l'aise, pris entre nous, les yeux se déplaçant nerveusement. Ils l'ont probablement amené comme soutien moral, un autre accessoire visuel dans leur performance, ou peut-être en espérant que sa présence me ferait hésiter. L'air de la salle de conférence était épais d'histoires et de tensions non dites. Nous étions assis l'un en face de l'autre à la longue table, mes parents et Marc d'un côté, Monsieur Harrison et moi de l'autre. Le silence s'est étiré, brisé seulement par le léger ronronnement de la climatisation. Papa s'est éclairci la gorge, commençant la performance. Daniel, a-t-il commencé, sa voix ruisselant de faux chagrin, nous sommes tellement attristés que tu aies fait cela. C'était notre maison familiale. Tout ce pourquoi nous avons travaillé.
Il s'est lancé dans leur récit bien répété, leur sacrifice, mon ingratitude, la trahison choquante de la clause. Maman s'est effleuré les yeux, laissant échapper de petits reniflements sur commande. Ils ont raconté des versions déformées des événements, me peignant comme un méchant motivé par la pure cupidité depuis que mon application a décollé. Nous avons toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour toi, a murmuré maman, sa voix tremblant légèrement. C'était la même phrase qu'ils avaient utilisée toute ma vie à leur justification signature pour chaque manipulation. J'ai écouté, mon visage neutre. J'ai ressenti une douleur sourde, mais plus la douleur aiguë d'autrefois. Leurs mots n'étaient plus que du bruit, un disque usé. Quand ils ont fini, Monsieur Harrison leur a fait un signe de tête poli, puis m'a regardé. C'était à mon tour. Maman, papa, ai-je commencé, ma voix ferme et calme, je n'ai pas fait ça pour vous faire du mal. Je l'ai fait pour me protéger. Parce qu'après des années à donner, à sacrifier, à vous voir prendre le crédit et rejeter mes contributions, j'ai appris que je ne pouvais pas compter sur vous pour me traiter équitablement et surtout pas après. J'ai brièvement mentionné la trahison passée spécifique pour la relier à l'origine de la clause. J'ai fait une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. Et surtout pas maintenant. J'ai regardé Monsieur Harrison. Monsieur Harrison, pourriez-vous présenter les preuves? Monsieur Harrison a ouvert sa mallette et a sorti quelques courriels et documents imprimés. Il les a placés sur la table et a fait glisser des copies vers mes parents et Marc. Ceci, a déclaré Monsieur Harrison calmement, sont des communications par courriel entre les parents de Monsieur Daniel et un agent immobilier, datées de 2 jours après le départ de Monsieur Daniel. Elles détaillent l'inscription immédiate de la propriété, demandant une vente rapide en raison de besoins financiers urgents. Mes parents se sont visiblement raidis. Ils ne s'attendaient pas à ça. Monsieur Harrison a continué, sa voix purement factuelle. D'autres documents comprennent une demande de prêt refusant des fonds, citant une dette importante existante dont Monsieur Daniel semblait apparemment ignorer, et une correspondance discutant de l'utilisation de la totalité du produit de la vente rapide de cette maison pour couvrir leurs déficits financiers existants et déménager dans un logement locatif plus petit et moins cher. L'air est devenu immobile. Ce n'était pas seulement la preuve qu'ils vendaient, c'était la preuve de leur intention immédiate après m'avoir expulsé, leur désespoir financier caché et leur plan pour prendre la pleine valeur de la maison que j'avais largement remboursée. Ce n'était pas seulement une question de commodité, c'était une manœuvre calculée pour encaisser et ne me laisser que la campagne de diffamation. Le visage de papa est devenu rouge tacheté. Maman a halté, laissant tomber son mouchoir. Ce sont des choses privées, a bégayé papa, tendant la main par-dessus la table comme pour attraper les papiers. Monsieur Harrison a calmement posé sa main dessus. Les preuves n'étaient pas seulement une confirmation des comportements passés, c'était une preuve irréfutable de leur plan actuel, immédiat et égoïste, déclenché au moment où ils ont pensé avoir le contrôle de la maison. Et puis l'onde de choc a frappé Marc. Il avait regardé les documents, le visage pâle. Il a levé les yeux, d'abord sur les papiers, puis sur nos parents. Ses yeux étaient grands, incrédules et horrifiés. Il savait que je l'avais soutenu. Il savait que j'avais aidé avec l'hypothèque. Voir les preuves concrètes et froides de leur plan, un plan qui m'aurait laissé sans rien, impactant potentiellement même son propre soutien futur qu'ils avaient promis basé sur mes gains, l'a visiblement secoué. Il n'a rien dit à haute voix, mais il a lentement repoussé sa chaise de ses parents à un petit mouvement presque imperceptible, créant un espace physique. Ses yeux ont croisé les miens, et en eux j'ai vu non pas une accusation, mais de la confusion et une lueur de compréhension. Il était l'allié inattendu, sa réaction silencieuse à ce moment-là parlant plus fort que n'importe quel mot crié. Comme ces documents le montrent, a poursuivi Monsieur Harrison, sa voix coupant le silence soudain et tendu, les parents de Monsieur Daniel ont tenté de vendre la propriété immédiatement après l'avoir contraint à partir sans son consentement. Cette action a déclenché la clause que Monsieur Daniel a légalement placée sur l'acte il y a des années, précisément pour protéger son investissement important dans la propriété contre une telle manœuvre. Il a regardé directement mes parents. À partir d'aujourd'hui, le 10e jour suivant votre tentative d'inscription de la propriété légale de cette maison revient automatiquement entièrement à Monsieur Daniel. Vous ne la possédez plus. Vous ne pouvez pas la vendre. Vous ne pouvez pas emprunter contre elle. Et vous n'y résidez légalement qu'à la discrétion de Monsieur Daniel. Il a placé un dernier document sur la table, une copie de l'acte mis à jour, enregistré ce matin-là. La façade soigneusement construite des parents s'est effondrée. Papa a explosé, criant des accusations, frappant la table. Maman a pleuré ouvertement, plus des larmes silencieuses maintenant, mais des pleurs forts et déchirants.
Ils ont essayé de se disputer avec Monsieur Harrison, mais il a calmement réitéré les faits juridiques. Leur pouvoir sur moi, lié à la maison et à leur contrôle financier, avait disparu. Leur plan avait lamentablement échoué, les laissant exposés, vaincus et potentiellement confrontés à la détresse financière qu'ils avaient tenté d'éviter en utilisant mon sacrifice. Je suis resté assis là, les regardant. Ce n'est pas la douce victoire que j'ai goûtée, mais le goût métallique et vif de la liberté, acheté à un prix terrible. Le nœud que je n'avais pas réalisé qu'il y était depuis 28 ans s'est finalement desserré dans ma poitrine. Les conséquences immédiates ont été désordonnées, comme prévu. Mes parents ne sont pas partis tranquillement. Il y a eu d'autres menaces, des appels à d'autres membres de la famille qui n'étaient pas présents, même une contestation juridique futile que M. Harrison a rapidement éteinte, mais leur levier avait disparu. La maison était légalement mienne. Mon premier acte a été de les informer, par l'intermédiaire de M. Harrison, qu'ils disposaient d'un délai limité pour partir. Cela m'a semblé dur, nécessaire. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de fixer une limite finale et indéniable. La maison, ce symbole physique de ma douleur et de leur contrôle, devait être libérée de cette énergie. Ils ont protesté, supplié, menacé, mais la réalité juridique était incontestable. Gérer la maison elle-même était complexe, émotionnellement et pratiquement. J'ai finalement décidé de la vendre. La traverser une dernière fois, voir les pièces dépouillées de leur encombrement familier, ressemblait à un exorcisme final. L'odeur du vieux bois persistait, mais elle ressemblait moins à une cage et plus à un musée d'une vie que je laissais derrière moi. Signer les papiers de clôture ressemblait à la coupure finale et décisive. Ce n'était pas facile. Il y avait du chagrin pour la famille que j'aurais souhaité avoir, la maison qu'elle aurait dû être, mais il y avait aussi un immense soulagement. Les conséquences pour mes parents ont été importantes et, franchement, difficiles à constater, même après tout. Les preuves présentées lors de la réunion, couplées à leur incapacité à vendre la maison, les ont laissés dans une situation financière précaire. Les dettes cachées étaient réelles. Ils ont fini par devoir vendre bon nombre de leurs biens et déménager dans un petit appartement dans un quartier moins désirable. Ils ont perdu une position sociale importante parmi les membres de leur famille et les amis qui avaient vu les preuves ou entendu la vérité de la part de Marc ou d'autres sources. Certaines personnes étaient toujours de leur côté, croyant à leur récit de victime, mais beaucoup d'autres ont vu la réalité et ont pris leur distance. Ce fut douloureux à regarder une fin triste d'une relation, mais c'était le résultat direct de leurs propres actions et de leurs choix chroniques. Ce n'était pas une punition parfaite, digne d'un film, mais c'était réel, désordonné et une forme de justice. Mon propre chemin n'a pas été instantanément béni. Échapper à la toxicité a laissé des cicatrices. Il y a eu des jours où les vieilles blessures ont refait surface, des jours où je me suis douté de moi-même, où j'ai manqué la version idéalisée de la famille que j'ai poursuivie si longtemps. La thérapie est devenue cruciale pour traiter le traumatisme, identifier les schémas et reconstruire mon estime de soi indépendamment de leur validation. Mais j'ai aussi commencé à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain. Mon amitié avec Mike s'est approfondie. Lui et sa partenaire sont devenus ma famille choisie. Il y a eu des soirées tranquilles passées à rire, à célébrer de petites victoires, à nous soutenir mutuellement dans la vie quotidienne, des moments de connexion authentique sans aucune condition. J'ai appris ce que signifiait vraiment le soutien inconditionnel, tranquille, constant, sans aucun coup caché. J'ai noué de nouvelles relations et des gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais apporter. Ces relations n'étaient pas fondées sur le sang ou l'obligation, mais sur le respect mutuel et l'affection. Fixer et maintenir des limites est devenu un élément fondamental de ma vie. Dire non sans culpabilité, limiter les contacts avec les personnes toxiques, protéger mon énergie et ma paix sont devenus des actes d'auto-soin. C'était difficile au début, de me sentir égoïste, mais j'ai appris que les limites ne consistent pas à empêcher les gens d'entrer, elles consistent à préserver votre propre espace pour vous épanouir. En réfléchissant à tout, les leçons sont profondes, tissées dans le tissu de ma nouvelle vie. La famille ne se définit pas seulement par les liens du sang ou les adresses partagées, mais par l'amour, le respect et les soins sincères. Ma valeur ne se mesure pas à ma capacité à sacrifier ou à subvenir aux besoins des autres, mais à ma valeur intrinsèque en tant que personne. La vérité, aussi douloureuse soit-elle à découvrir et à affronter, est le seul chemin vers la vraie liberté. Et la guérison n'est pas une destination, c'est un processus continu, un engagement à nourrir les parties de vous qui ont été brisées. Je ressens encore parfois une douleur douce amère, une tristesse persistante pour la relation que j'ai pleurée longtemps avant qu'elle ne prenne officiellement fin. Mais surtout, je ressens la paix.
J'ai mon propre espace maintenant physiquement et émotionnellement. Mes finances sont les miennes, gérées pour mon avenir, et non pour les besoins des autres. Mon succès est le mien, célébré par des gens qui se soucient vraiment. La maison a disparu maintenant, un chapitre est clos. Mais pour la première fois, mon avenir me semble vraiment appartenir. Quitter la maison a été difficile, mais quitter la toxicité était nécessaire. Avez-vous déjà dû tracer une ligne avec votre famille? Que signifie votre définition de la maison?